se voit régie par les dispositions de la Constitution. Pourquoi viser toutes les dispositions, alors que si on avait voulu spécifier son impossibilité d'être un nouveau candidat, il suffisait de viser l'article 27 de façon expresse. On avait d'ailleurs, à cette occasion, toute une série de recettes, entre guillemets, à la disposition des rédacteurs de la Constitution. Lorsqu'on applique des restrictions en matière d'inéligibilité, on adopte des dispositions précises, qui sont claires, qui ne sont pas interprétables. Nul ne peut exercer que 2 mandats consécutifs. Cette disposition s'applique au président en fonction. Il y a 3 ou 4 formules possibles, très simples. Donc, en l'absence de ces dispositions, quelle était la volonté du constituant? On se le demande, mais en tout cas, on ne peut pas l'interpréter de la manière dont on le fait. L'article 104, donc, n'aurait-il pas figuré dans le texte que les dispositions de la nouvelle Constitution se seraient appliquées, le mandat du président se poursuivant jusqu'à son terme? L'article 104 n'a donc de sens que s'il signifie que le mandat du président en cours n'est pas pris en compte dans le décompte des 2 mandats prescrits par la nouvelle Constitution. Il est aussi fait état, toujours dans la lettre et l'esprit, de l'interprétation unanime de l'article 104. Alors, moi j'ai lu beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai lu les interprétations. Alors j'ai lu interprétation unanime. Ensuite j'ai vu maladresse rédactionnelle. Après j'ai regardé du côté de ceux qui plaident pour l'irrecevabilité, incohérence certaine. Après j'ai vu verrouillage, ce qui laisse somme toute à désirer. Donc si on avait pris le soin, encore une fois, de vouloir caler les choses de façon claire, intelligible et lumineuse, on aurait procédé autrement. Il était donc loisible, encore une fois, je répète, au constituant d'ajouter dans l'alinéa 2 de l'article 104 que le mandat qui est poursuivi jusqu'à son terme soit pris en compte pour le renouvellement. On pourrait clore ici le débat et on évoque enfin, toujours entre la lettre et l'esprit. Alors l'esprit, c'est qu'on doit dissocier dans l'article 27 la durée du nombre de mandats. C'est essentiellement là-dessus d'ailleurs que repose l'argumentation de l'irrecevabilité. Il n'y a pas d'autre argument, il n'y a pas d'autre argument fondamental. Alors c'est assez intéressant, on pourrait évoquer bien sûr l'histoire constitutionnelle du Sénégal, sans rentrer dans le détail des révisions constitutionnelles, mais à quel moment dans l'histoire récente, du constitutionnel du Sénégal, depuis 30 ans, a-t-on dissocié à un moment ou à un autre la question de la durée du mandat du nombre de mandats? C'est totalement invraisemblable. Deuxièmement, comment peut-on dissocier dans un débat démocratique la question de la durée du nombre de mandats? 2 fois 4, 8, 3 fois 6, 18, 1 fois 10, etc. Donc l'argument qui tend à dissocier la durée du mandat et le nombre de mandats ne tient pas. On évoque enfin les intentions du constituant, et là-dessus, comme on vous disiez tout à l'heure, il y a 2 pistes. Il y a le comité de rédaction, mais le comité de rédaction n'est sûr de rien, puisqu'au fond, chacun a entendu quelque chose d'autre que le voisin entendait. C'est un peu la théorie des faux souvenirs, vous savez, en droit pénal. On se demande parfois, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu autre chose. Donc on n'a pas d'unanimité en la matière, et l'intention est d'autant moins claire qu'elle n'est pas affirmée. Donc voilà, je termine là-dessus, sur la lettre et l'esprit pour aller vite. Enfin, deuxième temps, la question des conflits de loi. Et là, je pense qu'il y a un relatif consensus, ce qu'il faille préciser probablement un peu plus les choses. Dans un premier temps, il a été dit, les conflits de loi, c'est une question qui n'est pas de droit constitutionnel. C'est une question de droit civil. Alors, il est vrai que le droit constitutionnel transitoire fait peu appel à la théorie des conflits de loi parce que la question se pose assez peu, mais qu'en réalité, lorsqu'on observe certaines jurisprudences constitutionnelles ou certaines analyses, on s'aperçoit qu'on est obligé de faire référence à cette théorie pour trancher de la question de l'applicabilité dans le temps de lois, y compris constitutionnelles. J'en veux pour preuve que le fameux débat sur le principe de non-rétroactivité. Je suis plus mesuré sur ce point. L'argument opposé, c'est de dire de toute façon, ce principe de non-rétroactivité n'a aucune valeur constitutionnelle. Mais sauf bien sûr en matière pénale, pour les peines les plus douces, oui, bien sûr. Mais quel principe oppose-t-on au principe, à ce principe? On oppose le principe d'application immédiate de la loi nouvelle. Qu'est-ce que c'est d'autre que le corollaire du principe
de non-rétroactivité. C'est exactement la même chose. C'est exactement le même raisonnement. Et on prétend interdire à un principe d'avoir une certaine valeur constitutionnelle, ce qu'il n'a pas, et opposer un autre principe qui n'en a aucune valeur constitutionnelle. Vous pouvez chercher des mois et des années, vous ne le trouverez jamais. Donc, nous nous situons bien dans un phénomène classique, de droit privé, mais aussi de droit public. Je ne voudrais pas solliciter les mannes du doyen Roubier, dans les années 30, qui avait théorisé le conflit de loi, des arrêts de la Cour de cassation française, le Code civil sénégalais, enfin, on pourrait citer tous les pays démocratiques du monde, et on retrouverait ce thème général. Et ce thème général, il se repose sur une idée qui est relativement simple. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Ça, tout le monde est d'accord. Les lois nouvelles produisent un effet immédiat. Tout le monde est d'accord. La survie de la loi ancienne est prévue par une disposition expresse. Eh bien, la survie de la loi ancienne, elle est prévue par l'alinéa 1er de l'article 104. Le président de la République poursuit son mandat jusqu'à son terme, puis les dispositions, toutes les autres dispositions lui sont applicables. Sinon, l'article 104 n'a pas de sens. C'est donc cette idée assez banale que je vous propose d'adopter. Alors, pour quelqu'un d'extérieur, je dirais, à quoi ça sert? À quoi sert l'article 104? J'aurais envie de dire tout simplement pour permettre au président Wade d'accomplir jusqu'à son terme son mandat de 7 ans issu de la Constitution de 1963. Je vous remercie. Merci, cher professeur et collègues, pour cette très claire explication de texte. Oui, il faut regarder et lire ce que l'on a sous les yeux, et c'est bien utile. Et puis, la façon dont vous avez montré que l'application immédiate de la loi est opposée au principe de non-rétroactivité, c'est un leurre complet, c'est tout à fait convaincant. Et véritablement, je vous remercie, d'autant que vous avez avancé une idée que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est y a-t-il en définitive un débat juridique? La réponse est non. Les arguments étant tellement puissants, tous ceux qui ont été évoqués tout au long de cette journée, maintenant qui avancent un peu. En tout cas, je vous remercie. Et donc, je vais passer la parole à présent à Maître Muntaga Tall, avocat à la Cour, donc, et qui voudra bien prendre la parole, s'il le veut bien. Merci, Monsieur le Président des séances, Monsieur le Premier ministre, éminent professeur, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs. Comme vous tous, je me réjouis d'être à ce séminaire qui, au-delà des argumentaires juridiques qui sont ou qui seront développés, devrait peut-être être notre contribution à réinstaurer un climat politique serein ici au Sénégal, à aller vers des élections apaisées, conviviales et pourquoi pas communales, et à faire en sorte que l'élection présidentielle à venir soit une fête de la démocratie. Cela ne concerne d'ailleurs pas que le Sénégal, qui reste une sorte de phare, une lumière pour l'Afrique, pour l'ensemble de la sous-région, et les élections apaisées au Sénégal nous concernent tous. Dans cette salle, nous avons, et ailleurs, beaucoup d'arguments pour ou contre la candidature du président Wade ont été soutenus. Et là, par d'éminents juristes dont l'autorité, la compétence et l'indépendance ne sont contestés par personne, nous avons entendu des arguments forts, pertinents pour étayer la recevabilité de cette candidature. Dans le cadre d'un débat scientifique, certes, mais beaucoup d'intervenants ont indiqué qu'il y a un contexte politique derrière qui ne pourrait nous échapper. Ce contexte peut-être s'impose un peu plus à moi qu'à beaucoup d'autres intervenants, parce que je suis un juriste certes, mais je suis aussi un homme politique encore très actif. Donc ces considérations ne seront pas exemptes de ce que j'aurai à dire, même si je saurais faire la distinction entre vision politique et ingérence politique. Au plan purement juridique, il n'est pas nécessaire de tomber dans les redites. Beaucoup de choses sensées et pertinentes ont été avancées et soutenues ici, mais je voudrais m'arrêter rapidement sur 3 points.
Le premier, c'est qu'il me semble évident, comme à beaucoup d'entre vous ici, que la computation des 2 mandats prévus par la Constitution du 22 février 2001 ne peut, en tout cas à mon sens, commencer par une élection antérieure, sauf disposition expresse. Vous le voyez là, j'inverse un certain nombre de raisonnements, car je ne vois pas bien, en simple logique, ou simplement sur la base du bon sens, comment un mandat déjà entamé peut être pris en compte pour la limitation de mandat par une nouvelle constitution établissant une nouvelle république. Parce que là, il y a toute la différence. Il ne s'agit pas d'une révision dans les cadres d'une même constitution, d'une même république, mais une nouvelle constitution, une nouvelle république. En ce moment, la prise en charge de ce qui s'est déjà passé comme élection me semble extrêmement difficile. Il s'agit, à mon sens, avec la nouvelle disposition de la Constitution de 2001, de nouvelles règles dans un nouveau contexte. Et par conséquent, le nombre de mandats prévus par la Constitution de la Troisième République ne peut valoir que pour les élections organisées dans le cadre de cette République et dans le cadre de cette Constitution, non pas ce qui s'est passé dans une Constitution antérieure. Je voudrais, si vous le permettez, m'arrêter un petit moment sur ce qui a un peu cours au Mali, où nous sommes dans une dynamique de révision constitutionnelle. Et qu'avons-nous dit à faire à contrario? Dans le cadre de cette révision constitutionnelle au Mali, nous allons modifier une centaine d'articles sur 140. Et au niveau de la commission loi à l'Assemblée nationale, il y a eu des débats très difficiles sur l'adoption de l'article final qui disait, cela va peut-être les cheveux de nombreux constitutionnalistes ici, les présentes modifications n'entraînent pas novation de république. Certains ont dit, mais pourquoi cette phrase dans une constitution? Mais beaucoup ont tenu bon en disant, il faut que les choses soient claires. Il faut qu'il soit dit que toutes ces modifications n'autorisent pas le président en exercice à pouvoir briguer un troisième mandat. Et les mêmes ont dit, si nous ne disons pas qu'ils ne sont pas dans le cadre d'une nouvelle république, ils pourraient briguer un troisième mandat. Parce que dans leur conception, avec une nouvelle république, une nouvelle constitution, tout ce qui s'est passé avant ne compte plus. Et c'est ce débat qu'il y a ici. La nouvelle constitution, la nouvelle république, donc ce qui s'est passé ne compte pas. Pour que cela ne se reproduise pas, là-bas nous avons dit, donc il n'y a pas de nouvelle république, donc ce qui s'est passé compte. Si nous ne l'avions pas mis, cela n'aurait pas compté. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter rapidement, très rapidement, parce que cela a été clairement dit ce matin, c'est cette distinction fondamentale entre la fonction et son titulaire. Ce qui devrait nous permettre d'évacuer du débat tout ce qui est déclaration politique qui devrait être traité dans un cadre différent qui n'est pas un cadre juridique. Le troisième point sur lequel je voudrais m'arrêter concerne le Conseil constitutionnel. J'observe que les règles de fonctionnement et d'organisation de ce Conseil n'ont pas été définies par le président en exercice. Ces règles-là existent depuis assez longtemps. Par conséquent, je pense qu'il faut laisser le Conseil jouer son rôle, tout son rôle, rien que son rôle. Et donc faire attention à toute autre procédure interne ou externe qui ne relève pas précisément de son rôle et qui pourrait donner du grain à moudre à tous ceux qui remettent en cause la légitimité, l'impartialité du Conseil constitutionnel. Maintenant, 2 mots de l'homme politique que je suis. Est-ce que vous m'avez dit, oui, je suis obligé d'en faire cas, mon cher professeur. Vous savez, j'ai eu, à un certain moment, les événements ont fait que j'étais le principal instigateur et dirigeant de tous les mouvements qui ont conduit à l'instauration de la démocratie au Mali. Ça nous a coûté 300 morts. Puis j'ai dirigé l'opposition parlementaire,
puis l'opposition extra-parlementaire, avec beaucoup de problèmes. Et j'en suis arrivé